l'humanité est restée silencieuse pendant un demi-siècle. Ouais, un très long silence. Après les images mythiques des missions Apollo, après ces premiers pas incroyables qui ont figé le monde entier devant des écrans en noir et blanc, on a fini par détourner le regard. Complètement. L'espace lointain est devenu une sorte d'abstraction. C'est ça. Et pendant des décennies, notre attention s'est focalisée presque exclusivement sur l'orbite basse. Des satellites pour nos communications, des stations spatiales juste au-dessus de nos têtes. Laissant la Lune se transformer en un simple souvenir historique dans les manuels scolaires. Exactement. Mais aujourd'hui, la donne change complètement. L'humanité y retourne, et c'est plus de la science-fiction. Non, c'est très réel. C'est le point central de notre exploration approfondie du jour. On s'appuie sur un document absolument captivant, un livre intitulé « Repartir vers la Lune » de Thierry Minkowski. Un texte vraiment riche. Et notre mission aujourd'hui, pour quiconque écoute cette émission, c'est pas de faire un simple récit nostalgique. L'objectif, c'est de comprendre pourquoi ce retour se produit précisément maintenant. Et surtout de dévoiler l'incroyable complexité de ce projet. Voilà. On va plonger dans des défis technologiques qu'on peine à imaginer, découvrir comment de nouveaux acteurs géopolitiques sont en train de redessiner la carte de l'espace et décrypter la physique totalement contre-intuitive qui régit le voyage spatial. C'est un programme particulièrement ambitieux. Et le cadre posé par ce document est absolument parfait pour mener cette réflexion. L'objectif d'aujourd'hui, c'est d'offrir à notre auditeur avide de connaissances un véritable condensé d'idées fortes. Les fameux moments de révélation. Tout à fait. Nous voulons provoquer ces moments où une notion complexe devient soudain limpide. Nous allons balayer les concepts d'ingénierie et de géopolitique, laisser le jargon inutile à la porte. Et aller directement à l'essentiel. Exactement. Pour comprendre non seulement la mécanique, mais aussi la véritable philosophie derrière ce grand retour vers notre satellite naturel. Ok, décortiquons ça. Parce que la première chose qui saute aux yeux en lisant ce document, c'est le changement de paradigme massif entre hier et aujourd'hui. C'est le jour et la nuit. Dans les années 60, avec le programme Apollo, le contexte, c'était la guerre froide. C'était une course frénétique. Un sprint absolu. Pour arriver le premier, planter un drapeau, ramasser quelques roches et repartir le plus vite possible. C'était une démonstration de puissance pure. Une vitrine idéologique, ouais. Mais le nouveau programme, baptisé Artemis, semble avoir une approche radicalement différente. Rien que le choix du nom m'a interpellée. Ah, la mythologie grecque. Oui, Régis, Artémis, c'est la sœur jumelle d'Apollon. Elle est la déesse de la Lune, évidemment, mais elle est aussi associée à des notions très différentes. La diversité, la patience et les cycles naturels entre l'ombre et la lumière. C'est très poétique. Et on sent bien que ce choix n'est pas une simple coquetterie sémantique. Ce qui est fascinant ici, c'est que ce changement symbolique traduit une métamorphose totale de la stratégie spatiale. Le but n'est plus de réaliser un exploit héroïque. De prouver sa supériorité de manière solitaire et fugace. Voilà. Aujourd'hui, la réussite ne se mesure plus à la fulgurance, mais à la durabilité. La Lune a cessé d'être un trophée que deux superpuissances se disputent. Elle devient quoi alors? Elle est en train de devenir un laboratoire permanent, un véritable terrain d'apprentissage. L'humanité y retourne pour apprendre à y vivre sur le temps long. Sur le temps long, oui. Et avec des contraintes énormes. Absolument. Pour comprendre comment exploiter les ressources locales dans un environnement hostile. Et surtout, pour s'en servir de tremplin. La Lune est désormais conceptualisée comme l'étape indispensable, le camp de base obligatoire pour préparer le véritable voyage ultime de notre siècle. L'expédition habitée vers la planète Mars. C'est ça, le grand saut. C'est donc une progression beaucoup plus réfléchie, presque humble en fait si on la compare à l'audace parfois très improvisée d'Apollo. Humble, mais avec des moyens colossaux. Et cette humilité se traduit par un changement d'acteur. Ce n'est plus juste une agence gouvernementale gargantuesque qui finance et fabrique tout toute seule dans son coin. Non, le modèle des années 60 est mort. Le document met en lumière une multitude de partenariats internationaux et surtout l'arrivée massive du secteur privé. L'exploration spatiale devient hybride. C'est une synergie inédite. Mais concrètement, comment on construit cette nouvelle route vers la Lune? J'ai vu dans les notes des descriptions de fusées absolument titanesques. Le lanceur SLS. C'est ça. Mais on ne peut pas se contenter de tirer des fusées géantes à l'infini, n'est-ce pas? Non, en effet. C'est là qu'intervient la notion d'architecture spatiale. Le programme Artemis n'est pas un véhicule unique, c'est un assemblage minutieux de plusieurs briques technologiques. Des briques qui s'emboîtent? La première, c'est bien la SLS, le Space Launch System. C'est la fusée géante, l'héritière directe de la mythique Saturne V. Celle qui faisait trembler le sol à des kilomètres? Exactement. Elle est indispensable pour arracher les charges extrêmement massives à la gravité terrestre.
Ensuite, au sommet de cette fusée, on trouve la capsule Orion. C'est là que vivent les astronautes. Oui. Et elle est pensée pour l'espace profond, capable de soutenir un équipage sur de longs trajets et de résister à des rentrées atmosphériques d'une violence thermique inouïe. Quand ils reviennent sur Terre à une vitesse folle. Voilà. Mais la vraie révolution stratégique, la troisième brique, c'est la station Orbital Gateway. Puis c'est là que j'ai besoin d'éclaircissements. Parce qu'on entend parler de cette gateway un peu partout. C'est censé être une nouvelle station spatiale internationale, mais autour de la Lune. C'est une erreur commune, mais c'est fondamentalement différent. Ah bon? Il ne faut pas imaginer la Gateway comme l'ISS que nous connaissons. Contrairement à l'ISS, la Gateway ne sera pas occupée en permanence par des astronautes. Elle restera vide la plupart du temps? Oui, elle est pensée comme un point de relais logistique, une sorte de péage spatial ou de station-service en orbite lunaire. Un port d'attache. C'est ça. Les astronautes y arriveront depuis la Terre dans la capsule Orion, s'y prépareront, transféreront du matériel, puis descendront vers la surface lunaire à bord d'atterrisseurs spécifiques. Et ces atterrisseurs, ce n'est pas la NASA qui les construit. Le point crucial que souligne l'auteur, c'est que le développement de ces atterrisseurs a été confié à des entreprises privées. C'est énorme, ça. Cela marque officiellement la fin du monopole historique des agences étatiques sur le matériel d'exploration lourde. C'est un changement de modèle économique sans précédent. Ça permet d'abaisser les coûts et de stimuler l'innovation. D'ailleurs, cette nouvelle façon de faire a déjà commencé à être testée de manière assez spectaculaire. Le document revient en détail sur la mission Artemis 1 de novembre 2022. Une mission fondamentale. C'est fascinant, parce que pour beaucoup de gens, c'est passé un peu inaperçu vu qu'il n'y avait pas d'humains à bord. Mais c'était tout sauf un vol à vide. Oh que non. La capsule Orion était remplie de mannequins ultra sophistiqués, bourrés de capteurs pour mesurer les radiations cosmiques, les vibrations extrêmes du lancement. Et pour tester ce fameux bouclier thermique lors du retour sur Terre. C'était vraiment l'éclaireur silencieux qui a essuyé les plâtres pour préparer le terrain aux futurs équipages. C'était une étape absolument vitale. Artemis 1 a permis de valider que ce système complexe, qui implique des dizaines de sous-systèmes logiciels et matériels modernes, fonctionnait de concert, Dans le vrai espace. dans les conditions réelles de l'espace profond. Sans ce succès, il serait tout simplement irresponsable d'envisager d'envoyer un équipage aujourd'hui. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'en regardant les dimensions de cette fusée SLS, on est forcé de se poser une question d'une naïveté désarmante. Je vous écoute. Pourquoi est-ce que ces engins sont d'une taille aussi monstrueuse alors que la capsule tout en haut est toute petite? Le document parle de la tyrannie de l'équation de la fusée. Ah, la fameuse équation. Et les chiffres donnent le vertige. J'ai lu que 85 à 90% du poids total de la fusée au moment du décollage, c'est uniquement du carburant. C'est un immense réservoir volant. Environ 8 à 10% représentent la structure métallique et les moteurs. Et il reste à peine 3% pour la charge utile. 3%. Et encore, c'est dans les bons jours. Ça veut dire que pour envoyer quelques astronautes et du matériel, on doit construire un gratte-ciel. C'est comme si on voulait faire un trajet en voiture, mais que le réservoir d'essence était tellement lourd qu'il fallait attacher 3 autres voitures derrière juste pour transporter l'essence de la première. C'est absurde, non? L'analogie de la voiture est excellente. Et c'est exactement le drame de l'ingénierie aérospatiale. C'est une limite physique fondamentale qu'on ne peut pas contourner tant qu'on dépend de la propulsion chimique. On brûle pour soulever ce qu'on va brûler. En fait, la fusée brûle une immense quantité de carburant dans les premières secondes principalement pour soulever le carburant qu'elle n'a pas encore brûlé. Et cela vient d'une idée fausse très répandue sur la mise en orbite. Laquelle? Beaucoup s'imaginent que le but d'une fusée est simplement de monter très haut pour échapper à l'atmosphère. Bah oui, monter tout droit. Mais monter n'est que la première étape. L'objectif crucial, c'est d'aller suffisamment vite horizontalement. Horizontalement? C'est ce que les ingénieurs appellent le budget de vitesse, ou le delta V. Pour atteindre l'orbite terrestre, il faut atteindre une vitesse horizontale d'environ 7,8 km par seconde. Par seconde. C'est pour cela que très peu de temps après le décollage, on voit toujours la fusée s'incliner progressivement. Ah oui, cette grande courbe qu'on voit sur les vidéos de lancement. C'est le fameux basculement gravitationnel, ou gravity turn. L'engin utilise l'attraction de la Terre pour courber sa trajectoire et transformer sa montée verticale en une accélération phénoménale parallèle à la surface terrestre. Et en parlant de ça, le texte détruit une des idées reçues les plus ancrées dans l'imaginaire collectif concernant l'espace. Sur la pesanteur, Oui, on voit tous ces images d'astronautes flottant paisiblement dans la Station spatiale internationale. Et on en déduit logiquement qu'il n'y a plus de gravité là-haut, qu'ils ont franchi une frontière où l'attraction terrestre s'arrête. c'est une illusion totale. Et c'est souvent très mal compris. À l'altitude de l'ISS, soit environ 400 km au-dessus de nos têtes,
la gravité terrestre est loin d'avoir disparu. Elle est encore forte. Elle agit encore à environ 90% de sa force au sol. 90%. Si on construisait une tour de 400 km de haut et qu'on se tenait au sommet, on y ressentirait presque le même poids que sur Terre. Mais alors pourquoi il flotte? Les astronautes ne flottent pas parce que la gravité est absente. Ils flottent parce qu'ils tombent en permanence. Il tombe? C'est le principe même de l'orbite. Le vaisseau avance tellement vite vers l'avant, ces fameux 7,8 km par seconde, que bien qu'il soit continuellement attiré vers la Terre et qu'il chute, la surface courbe de la planète se dérobe sous lui exactement à la même vitesse. C'est dingue. L'apesanteur, c'est en réalité une chute libre vertigineuse et perpétuelle, partagée entre le vaisseau, les objets et les astronautes. Attendez, donc ils sont littéralement en train de tomber vers le sol en continu, mais comme ils foncent vers l'avant à une vitesse délirante, ils n'arrêtent pas de rater la Terre. Exactement. Ils ratent le sol à chaque seconde. C'est absolument terrifiant quand on y pense comme ça, c'est vertigineux. On comprend mieux pourquoi il faut ces 90% de carburant au départ pour lancer cette chorégraphie mortelle. Il faut une énergie colossale pour atteindre cette vitesse de chute latérale. Mais une fois qu'on a maîtrisé cette chute infinie et qu'on se dirige vers la Lune, il faut choisir un endroit où se poser. Et le document explique que pour Artemis, la destination, c'est le pôle sud lunaire. Une région très particulière. Mais pourquoi choisir l'endroit le plus inhospitalier? Lors d'Apollo, on visait les grandes plaines équatoriales bien plates, bien éclairées. Beaucoup plus sûr pour atterrir, c'est sûr. Le pôle sud lunaire, on parle d'une géographie cauchemardesque. Des cratères profonds, plongés dans des ténèbres absolues depuis des milliards d'années, et juste à côté, des crêtes montagneuses baignées dans une lumière quasi permanente. Pourquoi s'infliger ça, en fait? Si l'on relie ça à la situation globale de l'exploration dont nous parlions au début, à savoir la durabilité, le choix du pôle Sud prend alors tout son sens. Le véritable enjeu stratégique aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'utilisation des ressources in situ. Vivre sur le terrain. Il faut vivre sur les ressources de la Terre d'accueil. Or, dans l'obscurité glaciale et perpétuelle de ces cratères polaires, les sondes ont détecté la présence de glace d'eau. De la glace, donc de l'eau. Et l'eau, dans le contexte spatial, c'est le nerf de la guerre. Évidemment, cela permet de soutenir la vie pour boire, mais c'est surtout une matière première inestimable. Comment ça? En la séparant par électrolyse, on obtient de l'oxygène pour respirer et de l'hydrogène liquide qui est le carburant des fusées. On peut donc fabriquer son propre carburant sur place. C'est une station-service naturelle. Voilà. Et quant aux crêtes montagneuses éclairées en permanence, elles offrent l'endroit idéal pour installer des panneaux solaires et fournir l'énergie indispensable à toute cette industrie. Le pôle Sud, c'est l'équilibre parfait, bien que précaire, entre la source d'énergie et la matière première. Sauf qu'il y a un hic. Le document introduit un ennemi invisible et sournois qui rôde dans cet environnement. Un cauchemar technique dont le grand public ne soupçonne même pas l'existence. La poussière lunaire. Le régolithe, oui. Quand on s'imagine la poussière de la Lune, on pense instinctivement au sable fin d'une plage terrestre. Le genre de sable agaçant qui se glisse dans les chaussures, mais rien de bien méchant. Sauf que là, c'est une toute autre histoire. C'est incomparable. Le régolithe lunaire n'a jamais été poli par l'érosion du vent ou le flux de l'eau, pour la simple raison qu'il n'y a ni atmosphère ni liquide sur la Lune. Donc c'est resté brut. Ce sont des particules microscopiques dont les bords n'ont jamais été arrondis. Elles sont déchiquetées et tranchantes comme du verre brisé. Du verre brisé microscopique. Cette poussière ultra-abrasive, chargée en électricité statique, s'agrippe et s'infiltre absolument partout. Dans les équipements, j'imagine. Partout. Elle a le pouvoir de détruire et joindre d'étanchéité des scaphandres en quelques sorties, de rayer irrémédiablement les lentilles des caméras et les panneaux solaires, et de gripper les mécanismes les plus robustes. C'est une plaie. Et pire encore, si cette poussière est ramenée à l'intérieur de la base et inhalée, elle représente un danger mortel pour les poumons des astronautes. Un peu comme de l'amiante, en fait. Agissant exactement comme de l'amiante, ouais. Cela dit, il y a un paradoxe fascinant. Ce poison mortel pourrait aussi être la clé de notre survie. De quelle façon? Les ingénieurs développent des techniques pour agglomérer ce régolithe via des imprimantes 3D géantes. L'idée serait de construire les murs des futures bases lunaires directement avec cette poussière. En la faisant fondre? En la cuisant, oui, créant ainsi des boucliers naturels massifs contre les radiations cosmiques. Ce qui nous donne une vision assez frappante de ce à quoi va vraiment ressembler la vie quotidienne sur la Lune. Il faut oublier les illustrations de science-fiction avec d'immenses cités sous de magnifiques dômes de verre transparents. Ah oui, c'est très loin de la réalité. La réalité sera beaucoup plus rudimentaire et souterraine. On parle de modules pressurisés, probablement semi-enterrés ou recouverts d'une épaisse couche de cette fameuse poussière cuite pour bloquer les radiations mortelles. Des bunkers spatiaux.
Exactement. Mais à l'intérieur de ces bunkers, l'auteur souligne un élément vital et inattendu, l'importance des serres lunaires. C'est un point brillant du livre. Bien sûr, elles serviront à la survie biologique, à cultiver de la nourriture et à boucler les cycles de recyclage de l'air et de l'eau, mais leur rôle principal pourrait être psychologique. Le soutien moral de l'équipage. Dans un monde totalement gris, mort et minéral, ces serres offriront à ces équipages un minuscule fragment de la Terre, avec des odeurs de terre humide et des couleurs vives, pour maintenir leur santé mentale intacte. C'est l'essence même du défi Artemis. Comment recréer un environnement viable et humain dans le vide spatial? Et tout cet effort monumental s'inscrit dans un contexte géopolitique qui s'est considérablement complexifié. C'est plus l'Amérique contre les Soviétiques. L'exploration spatiale contemporaine n'est plus du tout ce simple face-à-face idéologique. Le document fait une analyse très impartiale de la restructuration actuelle qui voit émerger deux grandes coalitions distinctes. Lesquels? D'un côté, nous avons les accords Artemis, un cadre de coopération porté par les États-Unis et rejoint par une multitude de pays européens, le Japon, le Canada ou encore Israël. Une vraie coalition internationale. Et de l'autre côté, se dessine le projet de la Station de recherche lunaire internationale. Une initiative portée conjointement par la Chine et la Russie qui rassemble leurs propres pays partenaires. Le monde est en train de se diviser en deux blocs distincts pour la conquête lunaire. C'est un véritable échiquier mondial qui se déplace dans l'espace. Mais ce qui m'a vraiment interpellée dans le texte, c'est de voir l'émergence de nations qui, historiquement, n'étaient pas du tout des puissances spatiales. L'espace se démocratise d'une certaine manière. Complètement. Le ticket d'entrée est moins cher. L'auteur cite l'Inde, qui a accompli des exploits remarquables récemment, ou encore Israël avec sa sonde Bereshit en 2019. Une mission très intéressante. L'issage final de Bereshit ne s'est pas passé comme prévu, mais le simple fait qu'une nation avec un budget spatial très modeste, financé en grande partie par des fonds privés, ait pu envoyer une technologie de pointe jusqu'à l'orbite lunaire, c'est révélateur. Cela prouve que l'espace profond n'est définitivement plus la chasse gardée exclusive des superpuissances. Et si cette multiplicité d'acteurs est possible, c'est aussi parce que la rationalité économique a changé. Il y a un mythe tenace qu'il est indispensable de dissiper ici. Quel mythe! Beaucoup de discours sensationnalistes affirment qu'on retourne sur la Lune pour y forer frénétiquement de l'hélium-3. Ah oui, j'ai souvent entendu ça. L'hélium-3, c'est un isotope rare sur Terre, abondant sur la Lune, qui est théoriquement le carburant parfait pour la fusion nucléaire, une énergie propre et illimitée. Ça a l'air d'être l'Eldorado. Mais le document est très clair. L'extraction minière pour enrichir la Terre est un mirage, du moins à court et moyen terme. C'est technologiquement balbutiant et économiquement totalement irréaliste aujourd'hui. L'enjeu économique réel de la Lune, c'est la logistique spatiale. C'est-à-dire? C'est l'établissement d'une économie dite cislunaire, c'est-à-dire une infrastructure entre l'orbite terrestre et la Lune. Et c'est là que l'ingénierie moderne s'appuie sur la mécanique céleste pure? Avec l'utilisation des autoroutes gravitationnelles et des fameux points de Lagrange, comme les points L1 et L2. Les points de Lagrange, c'est un concept qui revient souvent, mais qui mérite d'être bien visualisé. C'est quoi exactement? Imaginez une colline située entre deux grandes vallées. La Terre est au fond d'une vallée, la Lune est au fond de l'autre. Le point de Lagrange, c'est exactement le sommet de cette colline. Le point de bascule. L'endroit précis où l'attraction gravitationnelle de la Terre et celle de la Lune s'annulent et s'équilibrent presque parfaitement. Si vous placez une station ou un satellite à ce sommet, il peut y rester en équilibre avec un effort minime. On ne brûle presque pas de carburant pour y rester. Exactement. En naviguant intelligemment d'un point d'équilibre à un autre à travers le système solaire, les vaisseaux peuvent se déplacer en consommant une fraction dérisoire de carburant par rapport aux trajectoires directes classiques. En surfant sur la gravité. C'est un processus beaucoup plus lent, certes, mais d'une efficacité redoutable pour transporter du fret lourd. Et c'est cette infrastructure invisible qui aura des retombées massives. Car maîtriser cette logistique cislunaire, c'est développer des technologies autonomes, des matériaux avancés et des systèmes de survie qui transformeront inévitablement les marchés technologiques mondiaux et notre quotidien sur Terre. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire? Si l'on prend un peu de recul sur toute cette masse d'informations fascinantes tirées du document de Thierry Minkowski, l'idée centrale frappe par sa clarté et sa portée historique. C'est une vraie leçon d'humilité spatiale.
Retourner sur la Lune aujourd'hui, ce n'est absolument plus une course de vitesse pour le prestige de planter un drapeau. C'est l'installation méticuleuse, calculée et durable de l'humanité au-delà de sa planète d'origine. Pour y rester cette fois, Sur le long terme. on s'entraîne dans notre jardin cosmique. C'est en somme le grand brouillon grandeur nature de l'humanité avant de s'attaquer au défi colossal, au véritable saut dans l'inconnu qu'est le voyage vers la planète Mars. Cela soulève une question importante. Une réflexion ultime poussée par les toutes dernières pages du document, qui aborde la frontière entre les limites de notre physique actuelle et nos fantasmes les plus profonds de science-fiction. Une perspective assez vertigineuse. Nous venons juste de voir à quel point l'équation de la fusée est tyrannique et avec quelle difficulté nous devons ruser avec les points de Lagrange pour économiser quelques gouttes de carburant. Les fusées chimiques, avec leur débauche d'énergie et leur force brute, ont très probablement atteint leurs limites fondamentales pour nous libérer efficacement de la gravité terrestre. On ne peut pas juste faire des réservoirs toujours plus grands indéfiniment. Le document évoque, avec beaucoup de prudence, mais une vraie fascination, des concepts théoriques radicaux. La manipulation active des champs gravitationnels, les moteurs à propulsion par antimatière, ou encore la distorsion du tissu même de l'espace-temps, Le fameux warp drive. qui nous renvoie instantanément à l'imaginaire des soucoupes volantes et des séries télévisées. Star Trek, pour ne pas la citer. Aujourd'hui, il faut être très clair. Tout cela relève strictement de la pure science-fiction. La technologie humaine en est à des siècles de distance. Mais cela ne révèle-t-il pas une vérité conceptuelle troublante ? Laquelle ? Le véritable futur à long terme de l'exploration spatiale ne consistera sans doute pas à s'obstiner à construire des réservoirs de carburant chimique toujours plus gros et plus lourds. Il s'agira plutôt de devoir redéfinir totalement notre compréhension intime des lois de l'univers, de repenser la nature même de la masse, de l'inertie et de la gravité. De changer les règles du jeu, en fait ? C'est une perspective qui donne le vertige et qui suggère que notre véritable émancipation spatiale exigera une nouvelle révolution de la physique fondamentale, une réflexion profondément fascinante à méditer.